Bonsoir, si vous aimez la politique, restez avec nous, on vous dira tout sur le nouveau gouvernement. Si vous n'aimez pas la politique, restez avec nous, on s'évadera avec nos deux invités, Marc Pajot en direct de San Diego et Jacques Dutronc, héros avec Patrick Bruel et Mathilde Amet du nouveau film de Michel Deville, Toutes peines confondues. Bonsoir Jacques Dutronc. Bonsoir. Vous aurez peut-être le privilège de connaître en même temps que nous les nouveaux secrétaires d'État. Oui, ça me passionne. Ça vous passionne? Énormément. J'aime votre rire, on vous retrouve à la fin. Non, mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Donc vous restez avec nous, vous êtes libre d'intervenir. Bien sûr. Vous le savez, si vous avez suivi Soir 3 hier soir, la composition du gouvernement de Pierre Bérégovoy révèle l'état d'esprit du chef de l'État, combatif. Le président et le Premier ministre ont formé une telle équipe dans la seule perspective des élections législatives de 93. Regardons avec Laurence Bobillier et Christian Mez le nouveau trombinoscope. La nomination la plus surprenante, celle de Bernard Tapie, le président de l'OM, au ministère de la Ville. René Telade, responsable de la mutualité, devient ministre des Affaires sociales. Le président du MRG, Émile Zuccarelli, ministre de la Poste. Michel Vauzel est le nouveau garde des Sceaux. Et deux nouvelles femmes entrent au gouvernement. Ségolène Royal remplace Brice Lalonde à l'environnement et Marie-Noëlle Lienemann devient ministre déléguée chargée du logement et du cadre de vie. Ceux qui bougent ou sont promus, Jack Lang devient ministre d'État et réunit désormais l'éducation et la culture. Michel Delbas reste ministre d'État mais quitte la ville pour la fonction publique. Paul Quilès passe de l'équipement à l'intérieur. Michel Sapin devient ministre à part entière et pas n'importe lequel puisque c'est lui qui succède à Pierre Bérégovoy à l'économie et aux finances. Michel Charasse reste au budget et devient ministre à part entière. Promotion aussi pour Bernard Kouchner qui devient ministre et se voit en charge de la santé et de l'action humanitaire. Dominique Strauss-Kahn conserve l'industrie et le commerce extérieur et devient ministre. Jean-Louis Bianco reste ministre mais prend l'équipement, les transports et le logement. Marcel Debarge devient ministre délégué pour la coopération et le développement. Georges Kiechmann change d'univers et devient ministre délégué pour les affaires étrangères. De même, Jean-Marie Roche est désormais ministre délégué au commerce et à l'artisanat. Enfin, ceux qui conservent leur poste, Roland Dumas aux affaires étrangères, Pierre Jox reste à la défense, Martine Aubry conserve, comme elle le souhaitait, le ministère du Travail, Louis Mermaz, l'agriculture, Louis Lepinsec, les dom-toms, Hubert Curien, la recherche, Jean-Michel Baillet, le tourisme, Frédéric Bredin reste à la jeunesse et au sport, et Elisabeth Guigou est toujours ministre déléguée chargée des affaires européennes. Mais n'oublions pas ceux qui partent, comme Lionel Jospin par exemple, un retrait forcément remarqué. Brice Lalonde aussi, il l'avait annoncé, il est effectivement écarté. Plus attendu en revanche le départ d'Henri Nallet ou de Philippe Marchand. En tout, ils sont 10 à quitter le gouvernement. Christian Mez. Exit Lionel Jospin, un des poids lourds du PS. Ministre d'État, il était chargé de l'éducation nationale. Départ aussi d'Henri Nallet, l'ex-garde des Sceaux. Philippe Marchand quitte le ministère de l'Intérieur. Jean Popren n'est plus ministre des Relations avec le Parlement et veut exaucer pour Brice Lalonde qui ne voulait plus faire partie du gouvernement. Départ encore de François Doubin, ex-ministre du Commerce. Disparition du centriste Bruno Durieux, l'un de ceux qui symbolisaient l'ouverture. Autre symbole, Jean-Pierre Soisson avait déjà démissionné la semaine dernière après son élection au Conseil régional de Bourgogne. Et puis, deux femmes sortent, Catherine Tasca et Edwige Avis, qui depuis 1981 avait fait partie de tous les gouvernements de gauche. Départ révélateur, les courants du Parti socialiste ne traverseront pas le gouvernement qui porte le label Fabius. Mais Pierre Bérégovoy ne veut pas s'embarrasser de telles nuances. Son mot-clé, gouverner. Monsieur Lalonde a choisi de nous abandonner libre à lui. J'espère que nos chemins se rencontreront à nouveau. Les Verts sont attentifs à ce que nous faisons, mais ils demandent un contrat. Ils ne se sont pas adressés à moi, donc j'espère un jour que la conversation pourra s'engager. Et puis tous ceux qui voudront venir seront les bienvenus. Mais je n'ai pas voulu procéder à des dosages. Je n'ai pas voulu procéder à des combinaisons. Je n'ai qu'une volonté, gouverner. Gouverner, oui, mais de quelle manière? Pierre Bérégovoy ne le dit pas encore, mais son action consistera à colmater les brèches qui se sont ouvertes. Il n'a d'ailleurs pas le choix et à résoudre les crises qui irritent les Français. Première crise, le mal-vivre des banlieues, solution spectaculaire, tapis euros. Son principal but, c'est de transmettre son enthousiasme aux jeunes des cités. Et aujourd'hui, Bernard Tapie, ministre de la Ville, n'a qu'un mot à la bouche pour soigner les banlieues, agir contre l'inactivité. Bernard Tapie.
Le maître mot, celui qui dépasse tous les autres, c'est arrêter l'inactivité. L'inactivité, qu'elle soit professionnelle ou qu'elle soit divertissement, culturelle ou sportive, entraîne forcément de la part des gens qui sont concernés un sentiment insupportable à vivre qui est celui de l'inutilité. Lorsqu'on est inactif, on se sent inutile. Et quand un être est inutile, il perd l'essentiel de ce qu'il raccroche à la vie et à la collectivité. Donc il faut d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le sport, par la musique, par la distraction, par la culture ou que ce soit par son travail, il faut que dans ces coins-là, ça a été ça notre travail à Montfermeil, ça a été de les rendre actifs pour qu'ils aient la possibilité de se réinsérer dans une vie sociale très désorganisée. Le laboratoire existe donc, il s'agit de Montfermeil, il nous a paru utile d'y retourner. L'initiative spectaculaire de Bernard Tapie, c'est le Forum des citoyens. En novembre 90, il s'engage à transformer la cité ghetto des Bosquets. Il travaille avec la mairie, les associations, le département. Aujourd'hui, pas de changement spectaculaire, mais des initiatives se mettent en place plus ou moins rapidement. Christine Hinkel, Victor Arish. Il est temps qu'il soit détruit parce qu'il est vraiment crade, regardez, ils ont fermé des fenêtres. Cette barre d'immeuble doit être détruite dans quelques mois après relogement des habitants. Ce sera dans le paysage de Montfermeil la marque la plus visible de l'action du Forum des citoyens. Pour l'instant, des aires de jeu, des terrains de foot ont été aménagés, mais pas vraiment entretenus. Les bosquets ressemblent toujours aux bosquets et parmi les jeunes, même ceux les plus engagés dans les associations aux côtés de Bernard Tapie, père de patience. Il devrait avoir de l'animation sur les bosquets toute l'année. Il n'y a pas toute l'année. Il y a juste pour les vacances. Et moi, je trouve que c'est pas normal. Parce que bon, pendant l'année dernière, pendant une année, ça marchait super bien. Il n'y avait pas de problème. On les sortait les jeunes. Tout, question bus, bon, les jeunes, ils parlaient avec les chauffeurs, tout ça. Et depuis le mois de septembre, ça va plus. Si dans l'animation du quartier, l'action du Forum des citoyens semble marquer le pas, c'est peut-être aussi parce qu'il faut chercher ses effets ailleurs que sur les terrains de foot. Vous avez des actions, si vous voulez, visibles par tout le monde et des actions dans le domaine de la culture et dans le domaine du sport. À partir de septembre-octobre, nous avons un peu changé notre fusil d'épaule, en ce sens que nous nous sommes tournés vers l'emploi et vers la recherche d'emploi pour des jeunes ou en formation ou non formés. La mission locale pour l'emploi a été rebaptisée Cellule Avenir Jeune. Aujourd'hui, elle propose une cinquantaine d'emplois qui ne trouvent pas preneurs. En revanche, les expériences de création d'entreprises d'insertion, qu'il s'agisse d'un projet de télévision locale ou d'un restaurant d'application, remportent plus de succès auprès des jeunes sans emploi. L'évidence s'impose, le blues des banlieues ne peut être dissipé que si une autre crise était résolue, la plus aiguë, celle du chômage. Lutter contre le chômage et garder un franc fort, c'est l'équation que veut résoudre le Premier ministre. Ces deux lignes de direction sont-elles compatibles? Et si oui, dans quelle mesure? Réponse avec Marie-Hélène Tichou. Dès sa première intervention, le nouveau Premier ministre a venu devant les parlementaires socialistes affirmer que la priorité des priorités du gouvernement est la lutte contre le chômage. Mais aujourd'hui, à Nevers, il en a précisé le cadre. Ne comptez pas sur moi pour sacrifier nos résultats économiques sur l'autel de la facilité. C'est la bonne santé du franc qui va encore se consolider, qui nous donne des marges de manœuvre. Donc la politique économique que j'ai mise en œuvre et qui donne de bons résultats sera naturellement poursuivie par le gouvernement et par Michel Sapin. Alors, quelle est la marge de manœuvre du gouvernement et en particulier de Martine Aubry? Le ministre du Travail reste à son poste et ne change pas de philosophie. Sa politique, débusquer les emplois où ils sont et surtout par la formation, préparer les chômeurs aux emplois futurs quand la croissance économique reviendra. Le rôle du gouvernement de Pierre Bérégovoy, c'est essayer de l'anticiper, de la relancer. Son idée, partager le travail. Il ne s'agit pas de mettre en place les 35 heures, mais inciter les employeurs à embaucher à temps partiel. Éviter les 3 millions de chômeurs, c'est ce que souhaitent les députés socialistes. Martine Aubry le souhaite aussi, mais pas à n'importe quel prix. Troisième crise, celle de l'éducation. Les récentes manifestations des lycéens et étudiants suffisent à l'illustrer. Jack Lang, numéro 2 du gouvernement, s'apprête à découvrir un immense chantier. Et dès son arrivée, il prendra la température du mécontentement avec 3 nouvelles manifestations en 3 jours. La première demain des enseignants, la deuxième samedi des écoles privées et la troisième lundi des lycéens qui s'élèvent donc depuis des semaines contre le projet de réforme Jospin. Charles Sanviti. Pour moi, le métier de professeur est l'un des plus beaux. Et si je devais refaire ma vie, je choisirais par vocation le même métier, celui de professeur. Jack Lang, tel qu'en lui-même, rendu à ses premières amours. Depuis hier 23h, ministre d'État, de la Culture et de l'Éducation, apparemment un portefeuille sur mesure. Témoin les sondages, 10 ans de pouvoir et pas une ride.
Aujourd'hui, il reste le préféré des 16-24 ans, capital confiance intacte, un atout qui compte alors que l'éducation nationale accumule les séismes. 86, la réforme de Vaquet recalée, 90, fronde des lycéens, cette année, autour des étudiants, dans le collimateur Lionel Jospin et sa réforme de l'enseignement supérieur. Restent aussi les chantiers non refermés, comme l'avenir des collèges ou celui de l'apprentissage, autant de sujets devenus parfois fatales réformes pour les prédécesseurs de Jack Lang. À tous ces dossiers traditionnels que devra traiter le gouvernement, il faut en ajouter un autre nouveau, mais incontournable désormais. Il est de couleur verte, l'écologie. Il sera défendu par une jeune maman qui connaît aussi bien le château, elle a travaillé à l'Élysée, que le Chabichou, Ségolène Royal. Une femme remarquable pour Brice Lalonde, un élément positif selon Antoine Wechter. Après ce concert de louanges, Ségolène Royal sait bien qu'elle sera surveillée de près par les deux partis écologistes et qu'ils guetteront son moindre faux pas. Jean-Baptiste Prédali. Le conseil général des Deux-Sèvres aujourd'hui, avant le ministère demain, normal, Ségolène Royal a fait ses premiers travaux pratiques de défense de l'environnement pour le Marais Poitevin. Coïncidence, elle inaugurait ensuite un pôle d'écologie industrielle dans sa commune de Melle, presque un programme par l'exemple. Je suis convaincue qu'il n'y a pas de bonne économie sans bonne écologie, que l'environnement est une source formidable de création d'emplois, et que non seulement ça permet de créer des emplois, mais en même temps, ça permet de régler les problèmes de pollution industrielle. Après le refus des Verts d'entrer au gouvernement, après le retrait de Brice Lalonde, l'ancienne conseillère de François Mitterrand pour l'environnement devra quitter le Marais Poitevin pour les dossiers, l'eau ou les déchets industriels. Politiquement, Madame le ministre sera sans doute moins soucieuse que son prédécesseur de marquer sa différence. N'oublions pas la crise majeure qui a coûté si cher au pouvoir, la crise morale, provoquée par les affaires et les dérives. Ce sera en partie la mission de Michel Vauzel, le nouveau garde des Sceaux. Sa mission, redonner une âme à la gauche. Dès aujourd'hui, des syndicats de magistrats se sont félicités du départ d'Henri Nallet. Ils ont aussi mis en garde Michel Vauzel sur l'avenir, preuve de la difficulté de la tâche qui attend le nouveau garde des Sceaux. Albert Ripamonti. Un fidèle du président, porte-parole de l'Élysée en 81, Michel Vauzel était hier encore président de la Commission des Affaires étrangères à l'Assemblée. Émissaire de François Mitterrand auprès de Saddam Hussein à la veille du déclenchement de la guerre, Michel Vauzel a l'allure du diplomate. Mais en réalité, il est juriste de formation et avocat de profession. Au ministère de la Justice, il sera donc en terrain connu. Nous avons donné beaucoup d'espoir parce que je suis, comme beaucoup, réconforté par le civisme des Français, la maturité de ce peuple qui a voté massivement lors des dernières élections et qui a montré son intérêt pour la chose publique. En effet, la tâche prioritaire du nouveau garde des Sceaux sera de préparer les réformes institutionnelles, l'un des grands chantiers du président. Autre dossier, les affaires et la crise de la justice. Et là, Michel Vauzel devra jouer sur ses talents de négociateur pour redonner confiance à des magistrats passablement désabusés. Reste une difficulté, Arlette Chabot, comment répondre à l'aspiration des Français qui veulent le changement, je crois qu'ils l'ont dit en votant, avec un gouvernement aussi monocolore. Certains, évidemment, sont peut-être ce soir déçus. On l'a dit, c'est un gouvernement mitterrandiste, fabusien. C'est un gouvernement fermé. Il y a un ministre d'ouverture qui s'en va. Il n'y a pas d'écologiste. Il est rajeuni, ce gouvernement, mais moins qu'on le pensait. Seuls 2 éléphants s'en vont. Et la seule surprise, donc, c'est Bernard Tapie. Alors, nous dit-on déjà ce soir, il faut voir ce que va faire ce gouvernement. Chaque ministre a reçu pour mission de faire du concret, des actions simples, rapides, avec effet mesurable. C'est fini les grandes réformes législatives, d'autant qu'il sera difficile de trouver des majorités à l'Assemblée. Il y a donc 2 pôles prioritaires, la ville avec tout ce qui va autour, c'est-à-dire l'environnement, la sécurité, très important. Il y a maintenant un ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, comme sous Pasqua Pandro, qui sera dirigé par M. Quilles. Et puis à côté, donc, il y a l'autre priorité, c'est l'emploi, avec l'éducation, la formation et le tandem Jack Lang-Martine Aubry. Alors on verra donc assez vite si effectivement ce gouvernement s'est donné une nouvelle impulsion, répondre aux besoins des Français et donc montrer que le président de la République lui-même a bien compris effectivement les 2 messages qui lui ont été adressés directement le 22 et le 29 mars. Merci Arlette, j'espère que nous avons été complets sur la composition, la formation de ce nouveau gouvernement. Nous attendons d'ailleurs des précisions de Michel Lemerle qui est en direct à l'Élysée. Pierre Bérégovoy a été en effet reçu par le chef de l'État. Il est possible que l'annonce des secrétaires d'État se fasse ou bien dans ce journal avant 20 h ou bien comme hier soir pour soir 3.
Nous venons d'apprendre une nouvelle importante pour la chaîne. Pour la 5. 5, le tribunal de commerce vient de décider la liquidation de la 5. La chaîne maintiendra son activité jusqu'au 12 avril à minuit. Après, c'est l'écran noir et la vente des actifs pour rembourser les créanciers. La 5, donc, s'éteindra le 12 avril à minuit. Je vous avais fait une promesse au tout début de ce journal, Marc Pajot en direct de San Diego, mais nous avons des difficultés à établir une liaison avec Marc Pajot. Je vous propose tout de même de vous donner des informations sur ce qui s'est passé hier pour Marc Pajot. Il n'a pas eu de chance. Non, il n'a pas eu de chance. Il a été battu donc par le voilier nippon qui l'a accroché. Ça s'est passé avant même le départ de la course, lors des manœuvres essentielles qui se déroulent avant le coup de canon. Le voilier japonais a effectué un virement de bord au dernier moment. Le bateau de Marc Pajot n'a pas pu l'éviter. Il l'a éperonné. Vous voyez l'état du bateau. Il devra être réparé. Il a été gravement déchiré. Alors l'autre promesse sera tenue. Jacques Dutronc en direct dans ce 19-20. Bonsoir, rebonsoir. Rebonsoir. Alors vous venez pour un film qui s'appelle Toutes peines confondues de Michel Deville avec Patrick Bruel et Mathilde Amé. Un film coproduit par FR3 et c'est un choix heureux. Il s'agit d'une intrigue policière et psychologique, mais plus psychologique finalement que policière. Oui, disons que les... J'ai un peu honte de rabâcher, mais disons que les armes, si c'est un policier, c'est souvent lié à armes. Bon, ce sont les sentiments là, hein, plus exactement. Disons que moi, dans le film, avec mon associé Bruce Meyers, je suis une sorte de joueur d'échecs, mais connaissant parfaitement les échecs et toutes les combinaisons que l'on peut obtenir avec un damier, etc., je crois qu'ils pensent que c'est leur dernière partie, que la partie est déjà jouée. Alors regardons cette partie, c'est-à-dire ce face-à-face entre Jacques Dutronc et Patrick Bruel. Un sucre, 2 sucres, pas de sucre. 3 sucres. J'aime pas le café. Comment trouvez-vous Laura? Parfaite. Exactement le genre de femme qu'on aimerait rencontrer. Par hasard. Il voyage. Et vous l'accompagnez quelquefois. Vous ne me demandez pas comment je trouve votre femme? Je ne les connais pas. C'est ma femme. Mais comme vous avez envie de m'en parler, je vous le demande, comment trouvez-vous ma femme? Vous pourriez répondre, c'est exactement le genre de femme que l'on n'ose même pas rêver rencontrer. Enfin, moi, c'est ce que je répondrais. Mais je ne vais pas continuer à faire les questions et les réponses à votre place. C'est vous, l'enquêteur. Alors, vous faites une enquête sur moi. Je peux savoir le prétexte. C'est ce que je suis chargé de trouver. Associons-nous. On gagnera du temps. Allez-y. Vous avez de l'avance sur moi. Alors, vous avez la cravate dans cet extrait, mais c'est vous le voyou. Bruel ne l'a pas, mais c'est lui le bon. Oui, enfin, il n'y a ni bon ni mauvais, hein, je crois. Justement, c'est tout l'intérêt, le charme de ce film. Alors, le trait est un peu forcé au départ, vous êtes le voyou et l'autre, c'est le bon. Mais tout d'un coup, on s'aperçoit que le voyou n'est pas aussi méchant qu'on le croit. Ah, mais c'est pas spécialement lié le mot voyou avec méchanceté, hein, je crois pas. Mais il n'est pas si méchant que ça, et je crois qu'il aime en tout cas. Il aime peut-être différemment des autres personnes, c'est-à-dire qu'il aime tout court, peut-être pas comme certains trop ou pas assez, mais en tout cas il aime sa femme. Et bon, je ne vais pas vous dévoiler... Non, je ne vous demande pas d'ailleurs, je ne le ferai pas. Par rapport à sa femme, jusqu'où il peut aller, mais je crois que c'est plus qu'un voyou, ça pourrait être quelqu'un, disons, qui a une très très bonne situation, peu importe les moyens. Et le bon n'est pas aussi vertueux qu'on le croit. Le bon, c'est l'inspecteur Vade Bruel. Bah, c'est la réalité. C'est idiot un peu de dire ça c'est bon, ça c'est mauvais. Tout à fait, c'est ce que montre le film où souvent on est à front renversé. Oui, c'est ambigu en tout cas le film. Tout à fait. Alors il y a une rivalité entre les deux hommes, entre Bruel et vous, mais aussi une sorte de... c'est pas tout à fait une rivalité. Une complicité aussi. Enfin, oui, ça se transforme en complicité. Au début, disons que ce petit inspecteur qui débarque comme ça, un peu perdu dans cet univers un peu d'argent et un peu trouble, je le trouve assez sympathique. C'est pas non plus le chat et la souris, mais je le trouve comme partenaire assez fort, quoi. Alors on va bien se garder de raconter le film parce qu'il est beau et parce qu'il y a un suspense très fort, mais on va parler un petit peu du profil des uns et des autres. Il y a une extrême fragilité de tous, oui. Même des flics. Ah bien sûr, pourquoi encore plus même. Bah oui, parce qu'ils peuvent être mutés ou ils peuvent prendre du grade ou au contraire être dégradés, mais bah, la fragilité c'est une question de rapport entre les gens, de toute façon face à une espèce de vie un peu surfaite dans laquelle ils se démerdent en tout cas. Et une grande solitude. Ah, de toute façon... Même quand ils vivent à deux, vous et votre femme que vous aimez. Ah, bien sûr, c'est un peu désespéré tout ça. Oui. Vous avez compris tout le sens de mes questions, je suis presque sournois parce que je dis fragilité, je dis solitude. Là je pense à vous Dutronc, je pense plus au voyou Gardella, je pense à vous Dutronc.
Je ne suis pas très seul, non, ça... Ou alors, si je suis seul, c'est dans un certain endroit, mais ça regarde que moi, là. Non, mais pas par rapport à vos intimes, mais par rapport à nous. Je peux vous rapporter un propos, une remarque de Gigi et Martine qui travaillent avec moi. Ouais. Elles vous aiment, elles ne vous voient pas assez souvent. C'est ça la solitude par rapport à ceux qui vous aiment. Ah, d'accord, ouais. Bah, c'est bien. Non, mais il vaut mieux ça que l'inverse, je pense. Hein. Vous avez raison. Je crois. Et vous savez ce qu'elles m'ont demandé de vous demander? Pourquoi vous ne chantez plus? Alors là, je peux répondre, par exemple, tout à fait honnêtement. Je suis en train de faire un disque, là. Mais de là à chanter, bon, ça sera plus tard. Mais je crois que je vais refaire une scène, comme on dit. Donc vous avez l'intention de réapparaître. Est-ce que vous avez disparu? Oh, disparu, je sais pas. Enfin, disons que j'ai pas disparu, non. Enfin, j'étais pas en cavale non plus. Ni, disons que j'étais pas à l'affût d'un photographe ni d'un journaliste. J'étais tout simplement chez moi, tout à fait normalement. Quand je vous ai invité et qu'on m'a répondu Jacques Dutronc veut bien venir, j'ai été surpris, agréablement surpris. Parce que, évidemment, vous apparaissez dans des films comme Van Gogh récemment, ou comme celui-là, de Deville, toutes peines confondues. Mais comme on ne vous entend pas et on ne vous voit pas, j'ai été très surpris que vous acceptiez de venir. Mais c'est-à-dire de parler. Qu'est-ce qui se passe? Mais je sais que vous savez parler. Vous savez me dire des choses très caustiques. C'est-à-dire qu'en plus, j'ai parlé d'où hier, d'ailleurs, avec les frères Krugère. Je ne sais pas si vous les connaissez. Non. Ce sont d'autres journalistes que j'aime bien. Et on a parlé de vous et on vous trouve très souriant pour une personne qui annonce une certaine actualité. Pardon. On vous trouve avec du punch. C'est d'ailleurs ce que je fume comme cigare et je sais pas, on vous aime bien, quoi. Écoutez, j'attendais pas ce compliment, mais c'est sourire pour oublier l'angoisse de la nouvelle, justement, qu'on annonce. Nous sommes toujours très graves, ces nouvelles. Et c'est stressant pour nous. Oui, je sais. Mais enfin, je sais pas, vous le faites bien, en tout cas. Contrairement à certains qui se sont tracés une espèce de ligne de conduite. Vous me gênez, vous me gênez. Vous êtes venu pour qu'on parle de je vous. regrette aussi que la 5, c'est dommage. Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça lamentable. Enfin, on peut résumer, c'est con, quoi. Enfin, c'est nul. J'espère que c'est pas éteint totalement. J'ai entendu éteindre, c'est peut-être en veille. Non, c'est comme un sursis. Ouais, c'est dommage. Jacques Dutronc, merci d'être venu. Et je vous en prie. Je pense que votre film Toutes peines confondues de Deville aura un grand succès. Il le mérite, et vous le méritez parce que Bruel et vous, qui êtes considérés comme des stars, avez un comportement très pudique dans ce film, avec Mathilde Amé, il faut le dire. Et c'est surprenant, mais c'est agréable. Merci. Merci. Ce 19-20 est terminé, donc je vous rappelle la nouvelle qui n'a pas été annoncée, c'est-à-dire la formation des secrétaires d'État. On l'attendait pour ce journal. Peut-être l'aurons-nous ce soir. Il y a sans doute quelques difficultés à composer ce gouvernement. Je vous rappelle que ce gouvernement comprend 26 ministres, moins que le précédent. Pour terminer, les pronostics de Daniel Leclerc pour le tierce écarté. Il vous conseille de jouer le 8, le 9, le 4, le 6, le 10, le 17, le 15, le 16, et vous le voyez, le 8 est son joker. Il est 19h, c'est la fin de ce 19-20. Marc Hauteman vous donnera bien sûr d'autres informations à 22h48 après Thalassa, en direct de San Diego avec Marc Pajot. J'espère pour Thalassa et pour Pernou que la liaison fonctionnera entre San Diego et Paris. Et évidemment après Caractère. Bonne soirée sur la 3, bon week-end. À lundi 19h, bonsoir. Bonsoir.